Monsieur Goury, j'aimerais qu'on commence avec votre point de vue de psychanalyste sur la génétique. Dites-nous en quoi la génétique et les sciences du vivant aujourd'hui remplacent selon vous l'autorité qui était naguère représentée par la politique, par la religion et par les grands récits. Oui, merci, bonjour. Alors effectivement, j'ai assisté à plusieurs forums et la question de l'autorité est revenue en permanence, ce qui est bien normal au moment où on interroge effectivement les recompositions, le nouveau concept de famille. Mais pour aller très très vite, on veut dire que l'autorité, c'est pas le pouvoir. Il faut vraiment distinguer l'autorité et le pouvoir. L'autorité, ça présuppose un monde de valeurs, ça présuppose un crédit et une légitimité. Et effectivement, on peut dire que depuis la fin du XVIIIe ou depuis le XIXe siècle, il y a un effacement des grands messages, il y a un effacement des messages qui donnaient une légitimité au pouvoir politique. Donc il va chercher, à partir de ce moment-là, il va chercher du côté des sciences, et en particulier des sciences du vivant, et plus récemment, effectivement, du côté de la génétique ou de la neurobiologie, par exemple, des comportements, il va chercher une légitimité pour dire finalement aux individus et aux populations comment elles doivent se comporter pour bien se porter, pour aller très vite, n'est-ce pas? Alors, à partir de ce moment-là, on voit d'ailleurs aujourd'hui dans différents rapports, comme le rapport Bockel sur la prévention de la délinquance et autres, on voit bien comment le politique va faire son marché, n'est-ce pas, sur les étalages de savoir, transformés en magasins en libre-service, dans lesquels il va puiser pour légitimer finalement une décision politique que bien souvent il a pu prendre antérieurement, qu'il a pu prendre, si vous voulez, en amont, n'est-ce pas, mais qui paraissent se déduire des expertises. Donc je crois que, c'est un point sur lequel on reviendra sûrement dans le débat, je crois qu'aujourd'hui nous sommes aussi dans une forme dégénérée de démocratie, ce que j'appelle un peu la démocratie d'expertise, c'est où on confie aux experts le soin de décider pour nous. Et il y a une espèce d'organisation de grande campagne politique d'épouvante même. On a vu à propos de la grippe H1N1, on voit bien comment, en quelque sorte, les problèmes liés à la santé, la raison sanitaire est venue donner une certaine légitimité au gouvernement des individus et des populations, ce que Michel Foucault appelle, si vous voulez, la biopolitique des populations, le biopouvoir. Je crois que c'est déjà ce premier point. Alors, concernant maintenant plus précisément la génétique, moi je ne suis pas du tout compétent en génétique et je pense qu'il y a des gens ici qui pourront beaucoup mieux que moi expliquer les choses, mais je crois déjà qu'il faut peut-être distinguer ce qu'il en est d'une rationalité de la science, c'est-à-dire qu'il peut établir un certain nombre de résultats intangibles. Je pense que c'est beaucoup plus simple pour établir notamment les maladies monogéniques, comme la mucoviscidose, l'hémophilie ou d'autres, que lorsque on va chercher du côté de la génétique des comportements, par exemple, l'autisme, c'est le grand débat aujourd'hui, mais aussi ce qu'on appelle la maladie bipolaire, ce qu'on appelle la psychose dépressive, ou encore, bien sûr, le trouble des conduites, comme prédictif, par exemple, de l'émergence de la délinquance à l'adolescence. Vous vous souvenez de cette exercice de l'INSERM, n'est-ce pas, dans le champ de la santé mentale, qui avait fait surgir tout le monde, le trouble des conduites des enfants, n'est-ce pas, de moins de 3 ans, qui seraient susceptibles de pouvoir prédire justement les déviances sociales. Et là, on voit bien justement le danger. Alors on insiste sur les vulnérabilités génétiques. Le logiciel est à peu près toujours le même, n'est-ce pas, dans le domaine aujourd'hui de la biologisation de la santé mentale, il est à peu près toujours le même. Il y aurait des vulnérabilités génétiques qui seraient plus ou moins activées ou inhibées par des environnements, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ça produirait un dysfonctionnement neurocognitif qui produirait des troubles émotionnels ou qui produirait des troubles d'adaptation sociale. C'est toujours le même logiciel. Et là, on voit bien comment il y a une instrumentalisation des résultats scientifiques, une espèce d'extrapolation des résultats scientifiques, où on passe de la rationalité du savoir de la science à ce que Canvilla appelait l'idéologie scientifique, c'est un état paresseux du savoir qui, à partir de résultats très partiels, si vous voulez, prétend répondre aux questions de notre vie. Et là, on voit bien comment, effectivement, le débat citoyen peut être confisqué, pourrait-on dire, par un dispositif d'expertise. Et c'est là, peut-être, qu'on voit bien comment
si vous voulez, l'autorité est en crise. J'ai entendu tout à l'heure, je crois que l'autorité est en crise, il y a une crise de l'autorité, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a une crise d'autorité, ce qui se substitue à l'autorité, c'est la mise en place de dispositifs normatifs, et de dispositifs de normes et de contrôle. Et là, on voit très bien, effectivement, du côté, par exemple, de la génétique, puisque je vais quand même rentrer dans le sujet, du côté de la génétique, on voit bien comment l'utilisation de marqueurs peuvent être utilisés à la fois par les individus eux-mêmes, mais avec un risque majeur quand même. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, si finalement je sais que je suis porteur d'une mutation qui peut prédire l'émergence d'une maladie de Clinton qui risque d'arriver, d'une maladie neurodégénérative qui risque d'arriver dans quelques décennies, je vais m'objectiver. Je crois que c'est une posture qu'on appelle d'auto-réification, d'auto-chosification. Et là, peut-être, pour aller très vite, il y a une phrase terrible aussi, parce que non seulement je vais m'objectiver, me chosifier, me réifier, donc m'aliéner pour aller très vite, je vais me traiter comme une chose, mais en plus, dans mon rapport à l'autre, je vais, bien sûr, me présenter comme ça. Il y a une phrase assez terrible d'un sociologue de l'école de Francfort, c'est Adorno, qui dit que l'objectivité dans les relations entre les hommes, n'est-ce pas? L'objectif, je ne sais pas trop fort, est-ce que vous faites signe? C'est pas obligé de rester si près du micro. D'accord, bon. Parce qu'habituellement, on me dit de coller, quand je suis à la radio, on me dit de coller. Bon. Donc, l'objectivité dans les relations entre les hommes qui fait fi de toute idéologie, qui est déjà devenue à elle-même une idéologie qui invite à transformer les hommes en choses. Donc, pour aller très vite, vous voyez le passage, on reviendra sûrement dans le débat, cette conception de l'homme comme capital humain, comme ressource humaine, n'est-ce pas, comme patrimoine génétique à exploiter, qui finalement va organiser son existence à niche écologique en fonction des indicateurs que lui donnerait la génétique, ou des indicateurs que lui donneraient, n'est-ce pas, les sciences du vivant. On voit bien quelque part comment c'est très facilement soluble par des valeurs néolibérales qui visent à une espèce de marchandisation, de chosification des individus et du monde. Alors, du côté, peut-être le point sur lequel je peux un peu insister, parce que c'est quand même un peu mon champ, du côté effectivement de la psychopathologie, de la psychiatrie, de la psychologie clinique, on voit bien comment ce ne sont pas simplement des connaissances scientifiques, comment ce ne sont pas simplement des pratiques professionnelles, mais ce sont aussi des pratiques sociales qui participent au gouvernement des individus, et on voit bien comment la société demande justement à ses experts de dire comment le criminel ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis. Là, il y a un truc absolument terrifiant. C'est bien évidemment comme en plus, encore une fois, sur certains éléments, et les généticiens vont le dire beaucoup mieux que moi, n'est-ce pas, avec plus de compétences, sur certains éléments, il y a un certain nombre de certitudes qui font autorité, sur d'autres, c'est très incertain, c'est très fluctuant, et on voit bien le danger, bien évidemment, d'avancer, par exemple, un diagnostic à la base de marqueurs ou de tests génétiques extrêmement, vous voulez, discutable, et on voit bien le danger d'une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on annonce par une prédiction, n'est-ce pas, que tel enfant avec ses vulnérabilités risque de devenir autiste ou risque de devenir délinquant, et d'une certaine façon, n'est-ce pas, on va le pousser, c'est vraiment la performativité, on va le pousser à le devenir. On va finalement fabriquer ce qu'on était censé prédire. Si l'individu a le soin de piloter lui-même sa vie, et s'il devient, dans une vision un peu libérale, un entrepreneur de lui-même, où est-ce que ça va s'arrêter? Alors, où ça va s'arrêter, ça, je nul les prophètes, n'est-ce pas, de l'avenir, et justement, le massacre de l'homme dont il a insisté beaucoup, les dangers d'une prédiction qui considérerait que l'avenir ne peut être que la copie de ce que l'on a déterminé dans le passé. Il y a d'ailleurs une très belle phrase de Paul Valéry qui dit « On n'entre pas dans l'avenir à reculons ». Je crois que c'est quelque chose qui doit aussi nous amener, si vous voulez, avancer, parce qu'effectivement, il y a, je crois, un danger majeur, encore une fois, par l'objectivation de soi-même, et dans la relation aux autres, il y a un danger majeur qui est la perte du monde commun. Je crois que c'est quelque chose dont on peut aussi parler. Il y a ce danger de perdre le monde que nous avons en commun, et ce danger de penser qu'un sujet peut se construire sans le rapport à l'autre. Alors si je suis totalement déterminé par mes gènes, ou si je suis totalement déterminé par mon fonctionnement collectif, ce qui passe à la trappe,
c'est mon histoire. Ce qui passe à la trappe, ce sont, si vous voulez, le sens de mes comportements, n'est-ce pas? Je n'ai plus qu'à me piloter quasiment comme une machine. C'est le danger aujourd'hui, on y reviendra par rapport à la question de la pensée, c'est-à-dire qu'on est dans un monde, justement, où on pense de moins en moins, et où finalement la pensée se trouve confisquée par les machines numériques qui nous disent comment nous devons nous y prendre. C'est-à-dire que le mode d'emploi numérique a remplacé, si vous voulez, la pensée. Et pour répondre à votre question, bien sûr, nous sommes à ce moment-là dans une société de normalisation et de contrôle social, dont on peut dire que l'horizon n'est rien d'autre que la société animale. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, l'idéal d'une société parfaitement adaptée, ajustée, établie sur des critères et des signaux qui disent exactement où on doit se placer, comment on doit se développer, d'abord l'homme n'existe plus pour le chosifie, on chosifie l'homme, bien évidemment, on efface l'importance de la phrase et de l'histoire, mais qui plus est, l'individu n'est plus devenu à ce moment-là qu'un segment de population, il n'est qu'une pièce détachée de l'espèce, pourrait-on dire, ça il est réduit, entre guillemets, à sa fonction, à une unité de production, n'est-ce pas, qu'exigent les besoins de l'humain. Je pense que c'est un monde qui est absolument terrifiant, c'est le monde des termites. Si on ne veut pas se transformer, finir en termites, évidemment, il faut peut-être laisser un peu d'innovation, il faut laisser un peu de création, il faut peut-être réhabiliter la parole, le récit, dans un monde qui est actuellement entièrement numérisé. Et c'est un point important, parce que du point de vue de la psychiatrie, on a connu ce qu'on a nommé le rationalisme morbide de la schizophrénie, c'est-à-dire l'existence d'un monde qui est entièrement dévitalisé, qui perd totalement sa chair, qui est totalement planifié, et où finalement le sujet n'existe pas. Donc peut-être que je crois que j'ai quasiment épuisé mon temps, c'est ça? Non? Vous me dites? On reviendra tout à l'heure. Si vous permettez, je vais quand même terminer par justement une citation d'un philosophe qui s'appelle Jean-François Lyotard, n'est-ce pas, pour essayer de faire un petit écart entre justement la prédiction que peuvent donner des marqueurs numériques et puis finalement la pensée. Lyotard écrit: dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais un corrigé, d'en faire peine. Je crois que si on ne veut pas se transformer en termite, n'est-ce pas, il nous faut accepter justement de perdre du temps, et c'est l'intérêt majeur du travail que fait Israël Nissan et l'organisation ces colloques, c'est de nous rendre une parole citoyenne qui peut à la fois s'appuyer sur des données de l'expertise, mais sans se faire confisquer par ces données. Merci. Alors, Patrick Gaudret, dans la génétique, on sait lire le génome, on sait lire les lettres. Est-ce que ça veut dire qu'on comprend tout et à quoi ça sert? Je pense que vous connaissez déjà la réponse puisque vous posez la question en ces termes. Non, on ne connaît pas tout et d'ailleurs on ne connaît pas grand-chose. Donc, bon, moi en tant que généticien fondamentaliste, donc d'approche très différente de ma voisine, j'ai suivi avec intérêt tout ce qu'on faisait pour connaître un petit peu ce qu'il y avait dans le génome humain. Quel était notre patrimoine génétique, et donc j'ai vu avec beaucoup d'intérêt l'évolution des techniques qui permettaient de lire maintenant la séquence de l'ADN. Vous avez ATGC, GATAK par exemple, on y reviendra éventuellement. Donc on peut lire des lettres dans ce qu'on appelle communément un livre, mais le grand livre de la vie n'existe pas. On lit des lettres, on ne lit pas encore le livre, on ne comprend pas. Avant d'être capable de comprendre tout ce qui se passe dans l'ADN, simplement l'ADN, la succession de lettres, il faudra encore beaucoup de temps. Ce temps, on ne nous donne pas. Voilà, on pousse les gens, les chercheurs, tout le monde, ici, on vous pousse, vous l'entendez à la radio, à la télévision, vous lisez dans les journaux des choses, on sait des tas de choses, on a découvert le gène 2. Alors le gène 2, déjà ça m'inquiète toujours beaucoup parce qu'il n'y a pas le gène 2. C'est-à-dire qu'il y a un gène, oui, il s'exprime, il fait des choses, enfin, ses produits font des choses. Mais on ne comprend pas encore tout. Et on ne comprend surtout pas les interactions qu'il y a entre les produits de tous ces gènes. On nous dit qu'on est constitué de gènes. Non, on est constitué de tas de choses. Moi, je suis constitué de chair, je suis constitué de pensée aussi, enfin, j'essaye un petit peu par moment. Voilà. Et je suis certainement pas constitué uniquement de mon ADN, parce que sinon, ça serait extrêmement triste. D'abord parce que je serais à 99,9% identique à vous, ce qui n'est pas
du tout un problème. J'y gagnerais peut-être beaucoup d'ailleurs à être totalement identique à vous. Mais je ne suis pas identique à vous. Nous sommes tous différents. Et cette différence, nous ne sommes pas capables de la comprendre. Alors on nous dit, oui, on ressemble à nos parents, par exemple. Ça, c'est un fait d'expérience commune. Tout le monde, on s'est toujours rendu compte qu'on ressemblait à ses parents, plus ou moins à sa mère, plus ou moins à son père, suivant les âges, etc. Et on essaye de nous faire croire qu'on sait pourquoi, parce qu'on est capable de lire les lettres dans une séquence d'ADN. La réponse, c'est non, on ne le sait pas. Il faut arrêter de dire des choses qui sont fausses. On ne sait pas, on le saura un jour. On travaille à le savoir. Donc toute la partie recherche, si vous voulez, s'enrichit énormément de toutes ces nouvelles techniques, de tout ce qu'on découvre, tous les apports qui se font et des allers-retours qu'il y a entre, par exemple, la médecine et la génétique fondamentale. Il y a beaucoup d'allers-retours. Alors on apprend les uns des autres. On continue d'apprendre, mais c'est un processus extrêmement long. Donc prétendre qu'on arrive au bout de ça est évidemment une absurdité. Alors l'autre chose que ça induit, c'est que avant, effectivement, on essayait de comprendre, parce qu'il y a des anomalies qui sont visibles. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des maladies génétiques qui sont dramatiques, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins. Moi, par exemple, j'ai un ami généticien américain, il a un syndrome génétique qui porte son nom. Ce syndrome, oui, non, mais je vous assure, le syndrome de Hecht, c'est un syndrome qui a été décrit, il est dans une base de données. Voilà, c'est une déformation de l'auriculaire. Et très particulière, une déformation très particulière. Il y a une famille dans le monde qui est atteinte de ce syndrome qui n'a absolument aucune incidence, ni de morbidité, ni de mortalité sur qui que ce soit. Mais c'est une maladie génétique puisqu'on est différent de l'autre. Donc il y a une question aussi, on va arriver à une norme, là on va revenir sur pas mal de problèmes des normes. Bon, je suis un petit peu mobilisé sur le sujet puisque c'était le thème des journées annuelles d'éthique organisées par le Comité national il y a une quinzaine de jours. Mais est-ce qu'il existe un génome normal? Pourquoi est-ce que vous êtes normal? Suis-je normal? Je ne prétendrai certainement pas. Je n'ai pas du tout cette prétention. Donc il y a énormément de questions qui se posent du fait qu'avant on allait chercher, si on voyait une maladie, on a essayé de trouver, pour comprendre les mécanismes, on a essayé de trouver quels pouvaient être les mécanismes génétiques impliqués, donc éventuellement quel était le gène ou les gènes qui étaient altérés chez ces malades. Ça, c'est une démarche donc, qui va de ce qu'on appelle le phénotype, l'apparence, en l'occurrence la maladie, jusqu'au gène. Aujourd'hui, on est capable de lire la séquence d'ADN de nos gènes. Et on veut faire la marche inverse, qui est de dire, on va prédire à partir de la séquence qu'on a, ce qui va arriver aux gens, ce qui va vous arriver. Et il y a des sociétés d'ailleurs qui capitalisent là-dessus. Voilà, on capitalise sur le fait qu'on va vous prédire que vous avez 22,7% de risque de faire de l'hypertension. Alors déjà l'hypertension, je ne vais pas rentrer dans l'hypertension parce que là il y a aussi un gros problème de normes, parce que suivant ce qu'on appelle l'hypertension, 70% de la population est hypertendue ou 20% de la population est hypertendue, enfin bref, c'est compliqué. Mais on peut dire, moi j'ai par exemple un journaliste qui m'a interviewé un jour et qui avait fait un test génétique comme ça auprès de la société 23andMe, donc 23 et moi, 23 c'est 23 chromosomes, 23 paires de chromosomes, et on lui avait donné comme résultat brut, comme ça, pouf, sur une disquette ou sur un lien internet, on lui avait dit qu'il avait 17,6 ou 18,6% de risque de faire un cancer de la prostate. Donc c'est entre 60 et 70 ans. Et alors on lui ajoutait que la norme, la médiane, pour une population occidentale, pour la tribu dont il fait partie, les Caucasiens vivant en Europe, est de 16,5. Ou je dis des bêtises, ne retenez pas les chiffres. Et alors il me disait, mais est-ce que vraiment j'ai un risque accru? Alors je dis que je ne suis pas conseil génétique, je ne suis pas généticien clinicien, mais à mon avis, ça ne veut rien dire. Il m'a dit, vous êtes sûr? Je dis, écoutez, si vous voulez une assurance, allez avec vos résultats, trouvez un généticien clinicien, demandez un conseil génétique, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Ah bon, parce que j'étais un petit peu inquiet quand même. Bon. Oui, je comprends, il était inquiet. On l'a inquiété à dessein. D'ailleurs, on a créé chez lui le besoin d'aller faire ce test.
parce que ça aussi c'est une dimension extrêmement importante. Ces tests, ces séquences d'ADN, etc., sont des outils de recherche absolument extraordinaires. Je les revendique au nom de la science, au nom du progrès de la connaissance, et il nous faut ces outils-là, il nous faut connaître de nombreux génomes. Parce qu'il faut connaître la variation, qu'est-ce qui explique les variations entre les individus. Mais par contre, pour vous, pour moi en tant que Patrick Gaudret, voilà, je n'ai pas de besoin autre que celui qu'on me crée de connaître tout ça. Il y a des besoins créés par les sociétés et du coup les gens y répondent. Alors donc ils payent pour se faire analyser leur ADN et ces analyses d'ADN ne leur servent à rien à titre personnel, mais elles vont servir à des gens, elles vont servir à des chercheurs. Éventuellement, si on regarde, elles vont servir à des employeurs, à des assureurs, et ça on y reviendra, je pense. Le sujet est facile parce que j'ai lu qu'au forum de Davos, la personne américaine qui a présenté une machine qui permet de séquencer l'ADN humain en moins de 2 heures pour moins de $1000, ce type a été accueilli comme une rockstar à Davos. Oui, mais c'est une rockstar, effectivement. D'ailleurs, il avait participé au séquençage de l'homme de Néandertal. Donc, c'était déjà une rockstar. Il a signé de nombreux papiers dans la revue prestigieuse Nature. Mais là, effectivement, ils ont les progrès de la technique. Hein, on est dans la technoscience, là. On n'est pas dans la science. On est dans la technique. La technique, au niveau du séquençage de l'ADN, donc Gattaca, a progressé d'une manière absolument phénoménale ces dernières années et va progresser encore. Donc, on avait prédit, les instituts de la santé américains avaient mis en place un programme pour faire qu'on puisse obtenir la séquence complète d'un individu humain en peu de temps. Alors, le temps n'était pas très précisé, pour environ $1000 et l'horizon était 2013. On est en 2012, Davos, la machine Iron Proton, la conférence de Jonathan Rothberg, qui dit, effectivement, maintenant, on peut faire la séquence de l'ADN d'une personne en 2 heures pour environ 1000 €. On y est. Donc ce qui était prévu pour 2013, déjà on le fait en 2012. Donc il y a une anticipation. Il faut se rappeler que le premier génome humain, la première séquence d'ADN, qui n'était pas d'un individu, mais d'un ensemble d'individus, mais qui a établi la base du génome humain, a demandé entre 10 et 13 ans, suivant les dates qu'on comprend exactement, et a coûté $3 milliards. Et les résultats ont été donnés entre 2001 et 2003, donc c'était hier. 2012, on n'est plus à $3 milliards, on est à 1000 €, donc à peu près $1000. Et on n'est plus à 10 ans, on est à 2 heures. Donc ce que vous avez vu, pour ceux qui ont vu le film Gattaca, quelques secondes pour rien du tout, c'est peut-être vrai, j'en sais rien, je fais pas de... Vous savez, la prospective, je m'en méfie comme de la peste depuis que j'ai vu que le PDG d'IBM International en 1943 avait dit que le marché des ordinateurs, le marché mondial des ordinateurs était probablement d'environ 5 unités. Il faisait de la prospective. Et tous les gens qui font de la prospective se trompent, donc je ne vais pas en faire. Mais c'est vrai que c'est possible. Voilà. Alors en ce moment, je vais rester moi beaucoup plus modeste et aborder des choses pratiques. Moi je reviens des assises de génétique, qui est un gros congrès donc, de génétique donc, en France. Donc là c'était ces derniers jours sur Marseille. Nous n'avons parlé que de cette machine-là, donc présentée à Davos, que de gènes identifiés par séquençage complet du génome, que de séquençage d'exons, etc., etc. Je me dis finalement, où est la médecine? La médecine, c'est ce qu'on fait, dire tous les jours. Je dirais, il y a plusieurs problématiques, mais je veux dire, moi je suis généticienne clinicienne, moi je vois des enfants qui ont, je veux dire, un handicap, des malformations, des symptômes qui font qu'on va penser à une maladie génétique. Ou bien je vois des parents qui viennent nous voir en consultation parce qu'il y a eu dans la famille un antécédent de maladie génétique. Je veux dire, déjà, ça c'est la situation, on va dire peut-être parfois la plus simple. On pense à une maladie monogénique, une maladie qui est liée, on va dire, à un seul gène. Par exemple, je pourrais dire, par exemple, la mucoviscidose. Bon, on a l'impression que c'est simple. Et pourtant, rien, je veux dire, n'est simple. Un enfant pour lequel je fais le diagnostic à la naissance de mucoviscidose, on va analyser le gène, on va trouver deux mutations, et pour autant de cet enfant, je veux dire, je ne sais rien.
je ne sais pas si sa mucoviscidose, elle va se manifester dès les premiers jours de vie, ou si ça sera à 6 mois, à 1 an, sous quelle forme, plutôt des problèmes digestifs, plutôt des problèmes respiratoires, comment ira cet enfant à l'âge de 15 ans, ce sont des questions que des parents me posent, que cet enfant va me poser, dire je ne sais pas y répondre. Et je réponds souvent sous la forme d'une boutade, je suis généticienne, dire je ne suis pas cartomancienne. Et ça, je veux dire, c'est la situation, on va dire, véritablement la plus simple. Après, alors, on a des techniques qui, pour le diagnostic, évoluent. Hein, quand c'est un enfant qui présente donc un syndrome génétique, dire les analyses, on va dire, les premières analyses qu'on a faites sont négatives, dans le sens qu'elles ne permettent pas de dire exactement quelle est l'anomalie génétique de cet enfant, dire on poursuit. Hein, vous avez entendu parler de karyotype, d'examen des chromosomes, d'études de tel ou tel gène. Ce qu'on fait actuellement, ce n'est pas du séquençage de l'ensemble du génome, on ne sait pas encore faire, mais ça va arriver. Ça va arriver. Mais ce qu'on fait actuellement, c'est des techniques de puce à ADN, on appelle ça la CGHA, qui nous permettent d'explorer, j'explique toujours aux parents que c'est un super karyotype, comme avec une loupe, on va regarder de façon beaucoup plus précise les chromosomes. Et là, déjà là, les choses se compliquent. Chez cet enfant qui a des manifestations claires, je fais cette analyse, bon, alors parfois, on va trouver une anomalie, un petit morceau de chromosome qui manque, qui explique tout à fait les signes. Bon, là, on a l'explication. Pour autant, comme pour tout à l'heure, je ne suis pas devin, je ne sais pas comment va évoluer cet enfant. Si c'est un adolescent qui a 15 ans, un adulte qui a 20 ans, je vois à peu près comment il évolue. Si c'est un enfant de 3 jours, Dieu, tout est ouvert. Et puis, situation beaucoup plus complexe, et là je quitte mon bureau pour venir, et j'ai 2 ou 3 dossiers de ce type-là sur mon bureau, hein, qui sont là en train de sédimenter depuis 15 jours, 3 semaines, parce que je viens de trouver une anomalie. C'est vrai qu'il manque, c'est-à-dire une centaine de paires de bases, un millier de paires de bases, à un enfant qui présente un retard mental, une malformation, tout. Et puis, dans ces cas-là, on teste les parents pour voir si on retrouve la même chose. Et puis on retrouve la même chose à son papa, qui va parfaitement bien, qui est cadre de banque, qui n'a aucune malformation. Dire, bon, qu'est-ce que c'est? Mon anomalie que je viens de voir, c'est peut-être un variant, on a tous des variants, mais qui n'explique absolument pas la symptomatologie de l'enfant. Il va falloir que je recommence, que je fasse d'autres choses pour trouver la cause de son problème. Peut-être que c'est la cause de son problème, mais alors, c'est son père, etc. Donc déjà, pour ces problèmes-là, c'est compliqué. Et puis il y a d'autres types de médecine. Et là, on rentre par exemple dans la médecine présymptomatique. Médecine présymptomatique, c'est par exemple la maladie de Huntington. Et on voit un certain nombre de gens qui viennent en consultation. Alors pour l'instant, c'est parce que dans la famille, quelqu'un a une maladie de Huntington. Le test, il est très simple. Le test, en une dizaine de jours, on peut avoir le résultat. En France, c'est très encadré pour l'instant. C'est-à-dire, le patient vient nous voir en génétique, va voir un neurologue, va discuter avec un psychiatre pour véritablement connaître ses motivations. Au bout de tout ça, va faire le test ou ne pas le faire. Il a le droit de ne pas le faire. Là, ce n'est pas nous qui pilotons son prélèvement. Et puis, le résultat, c'est lui qui va le demander, et à ce moment-là, on lui donne. On lui donne. Ce patient, il a 20 ans, il n'a aucun signe de maladie de Huntington, va-t-il la déclarer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Non, ça ne vaut rien. Pour l'instant, c'est quelque chose d'encadré. Moi, je crains le moment où on va pouvoir rechercher la maladie de Huntington. Il faut juste qu'en 15 secondes, vous expliquiez la gravité et la particularité de cette maladie. La maladie de Huntington, c'est une maladie qui est neurodégénérative. C'est une maladie donc, qui est transmissible, qui va se transmettre de parent à enfant, qui est neurodégénérative et qui va démarrer habituellement vers 35-40 ans par des mouvements anormaux, des troubles de l'humeur, ça peut être une dépression, et puis qui va s'aggraver progressivement avec l'augmentation de ces mouvements importants. Anormaux, on parle de chorée de Huntington, et puis surtout une démence, c'est-à-dire une perte progressive de l'ensemble des fonctions intellectuelles. Et je veux dire, cette maladie évolue sur une dizaine d'années et est absolument dramatique. C'est vrai qu'actuellement... Ça veut dire qu'en 3 secondes, on va pouvoir dire. On peut s'imaginer, est-ce que vous voudriez savoir ou pas maintenant si dans 5 ans, dans 10 ans, vous avez X% de chances de devenir dément
méchant par rapport à votre droit. Voilà, là c'est pas, comme le disait mon voisin, on va dire un odds ratio de 1,02, on n'a pas, voilà, 1% de risque en plus de développer. Et si on a la mutation, c'est 100%. C'est 100%. Mais voilà, à quel moment, comment organiser sa vie d'ici là, comment... Pour l'instant, c'est quelque chose de très encadré. En France, c'est extrêmement encadré. Je vous l'ai dit, il y a on va dire, ce trio de consultations médicales. Il faut qu'on essaye d'évaluer les motivations de la personne. Je veux dire, moi, j'ai un certain nombre de patients qui ont fait le test, hein, qui ont vu les 3 médecins, qui ont décidé de faire le test. Bon, ils ont fait ce test. Pour l'instant, ils n'ont pas réclamé le résultat. Donc à ce moment-là, je dis toujours au laboratoire, surtout, vous le gardez, moi je ne veux même pas savoir. Mais donc, bon, là, bon, ce sont des gens qui sont venus nous voir parce qu'il y avait déjà la maladie de Huntington dans la famille. Je veux dire, qu'imaginer d'un test comme ça disponible sur Internet, je ne suis pas allée voir, j'ai fait beaucoup Internet pour voir les tests qui étaient disponibles, je n'ai pas encore vu. Mais de faire ce test par Internet, un petit frottis buccal, d'envoyer ça dans une boîte de biotechnologie aux États-Unis, et puis résultat positif ou négatif. Donc, et puis ensuite, il y a ce dont on abordait, c'est tout ce qui est la médecine, on va dire, prédictive. Là, on était dans du présymptomatique. Si j'ai la mutation Huntington, je vais développer la maladie Huntington. La médecine prédictive, c'est si je suis porteur éventuellement de variants génétiques, je suis plus susceptible, moins susceptible qu'une autre personne, c'est-à-dire de développer, on va dire, ce qu'on appelle les maladies communes, donc l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, et puis également les pathologies psychiatriques de type autisme, psychose maniaco-dépressive. Alors là, je veux dire, c'est quelque chose que pour nous, actuellement, en consultation génétique, nous n'abordons absolument pas. Hein. Je veux dire, les tests qui existent, donc pareil, je suis allée voir, on va voir, vont finalement rendre un résultat, comme je disais, on va dire, susceptibilité de tant de pourcents de développer une hypertension artérielle, une susceptibilité de... Bon, etc. Je reprenais, c'était dans les DNA qu'un article, Jean-Louis Mandel était paru avant le forum, qui disait que, oui, on a montré que, par exemple, les hommes de 30 à 40 ans avaient 5 fois plus de risques d'avoir un accident de voiture que les femmes du même âge. Est-ce que pour autant, messieurs, vous n'allez pas prendre votre voiture? La question, elle est là. Donc, mais le souci, c'est que ça existe. Moi, j'ai eu, alors pour l'instant, une seule consultation. Parce que comment on va répondre à cette demande également et à ces résultats? Pour l'instant, on a eu une seule consultation d'un jeune homme de 25 ans, aucun antécédent, tout, qui a fait le test. Donc c'est un petit frottis buccal, vous envoyez ça par la poste, hein, il a payé 1 000 €, etc. Bon, pour voir. Hein, il a fait pour voir. Donc il y avait une quarantaine d'affections qui étaient testées. Bon, il y avait, voilà, avec des résultats, on va dire, sans intérêt dérisoire pour la plupart. Il avait eu une mutation dans un gène de l'hémochromatose, c'est une maladie très fréquente qui a un problème de fer, enfin dire, dans l'organisme. Si on lui avait fait une prise de sang, on serait aperçu sans avoir besoin de débourser 1 000 € d'ailleurs. Bon. Et puis, voilà, c'est-à-dire qu'en faire. Donc pour l'instant, en France, ça reste, je veux dire, extrêmement limité. Bien sûr, avec l'essor de la technologie, ça va développer, je ne sais même pas comment on va nous pouvoir y répondre. Aux États-Unis, ils commencent déjà un petit peu à faire machine arrière dans certains États, en s'apercevant, on va dire, des conséquences de ces différents tests. Merci. Bernard-Marie Dupont, comment est-ce qu'on appréhende ce marché qui peut se développer très vite? J'aurais voulu juste rebondir un peu sur ce qui avait été dit avant, faire un peu une espèce de synthèse un peu philosophique, parce que je voulais aborder le problème un peu différemment. D'abord, remercier Israël Nissan pour l'idée même de ces forums, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose vraiment d'important à faire, et le succès, puisque vous êtes là nombreux, de ces rencontres montre que le sujet vous intéresse. Je suis prêt à parier que vous n'êtes pas venu ici chercher des réponses techniques. Peut-être quelques questions, mais je pense que vous venez chercher autre chose qui est certainement cette fameuse question du sens. Quel sens ça a tout ça? Et c'est aussi la question qui m'intéresse vraiment au plus haut point, parce que, à tel point plutôt que, en parallèle de ma carrière de médecin, chercheur que j'ai essentiellement fait jusqu'à maintenant dans des pays anglophones, j'ai été professeur de philosophie pendant de longues années
dans des lycées techniques de zone d'éducation prioritaire, je tiens à le préciser, et ce furent mes plus belles années intellectuelles. Parce que si on est capable d'aller chercher les jeunes, ils sont capables de donner beaucoup. Et donc moi, c'est la question du sens de tout ça qui m'interpelle. Donc, pour en revenir à ce qui avait été dit précédemment, la fameuse machine à séquencer en 24 heures du génome, cette espèce de photomaton, puisque en fait un séquençage c'est une photographie si on veut, cette espèce de photomaton du génome, à mon avis c'est révélateur d'un certain état d'esprit de la société qui est marqué, qui est obsédé par l'idée de vitesse. Il faudrait aller vite. Et on assiste d'une certaine manière à une accélération de l'histoire incroyable, qui aboutit d'ailleurs à une forme d'impasse qui est une compression du temps. Tout s'accélère, nos connaissances seraient d'emblée à peine découvertes, ça serait déjà dépassé par d'autres découvertes encore plus spectaculaires, etc. Et on s'engagerait dans la vie de tous les jours dans une espèce de course à la vitesse, non pas au sens, mais à la vitesse. Et c'est tellement vrai que je rebondis, je ne voulais pas en parler, mais c'est en vous écoutant, en comparant cette idée d'accélération de l'histoire avec l'idée même d'aménagement du territoire et l'idée même de déviation et d'autoroute pour aller plus vite. Dans un village que je connais bien, puisque ça me concerne, nous nous heurtons depuis des années à un projet consistant à vouloir écraser, pas d'autre mot, le village pour construire une 2x2 voies qui permettrait de traverser le village plus vite et d'aller, pour faire simple, d'une grande ville de province à la plage en moins de temps. Nous avons, évidemment, on ne veut pas mourir, donc on essaye, on s'est battu, et on s'est aperçu que finalement, pour aller du point A au point B, plus vite, il faudrait 180 millions d'euros, et qu'au final, ça ne ferait gagner 7 minutes. Mais quand on a posé cette question, c'était le sens de tout ça, on s'est aperçu que personne n'y avait songé. C'est-à-dire qu'on nous a dit, il faut aller vite. Et donc, du coup, pour moi, ça pose une vraie question philosophique qui est celle d'un choix de société, parce qu'on est aussi entré à l'heure du choix. Nous sommes dans une société du choix, où il faut choisir. Qui est celle de est-ce qu'il faut traverser l'espace pour aller le plus vite possible entre deux points A et B, c'est pas ma conception, ou au contraire plutôt habiter le temps, c'est-à-dire chercher véritablement à comprendre ces temps que nous traversons, pour leur donner aussi du sens. Parce que je suis prêt à parier que si la société accélère, si l'histoire apparemment s'accélère, si nos connaissances, mais en particulier scientifiques, accélèrent, si on assiste en plus à une médicalisation de la vie, vertigineuse, ça ne semble pas vous surprendre, mais moi ça me donne le vertige tous les jours, puisqu'on a médicalisé non seulement la maladie, mais les états d'avant, puisque prédire au sens étymologique, c'est dire avant. C'est Knock. C'est exactement ça, c'est Jules Romain. C'est-à-dire qu'on n'attend même pas que la maladie soit installée pour la traiter, on la détecterait avant et même on détecterait des prédispositions peut-être un jour à devenir malade. Ce qui fait qu'au finalement on rend raison à Woody Allen qui dit que, vous savez que c'est la vie qui est une maladie mortelle. Mais peut-être et en plus sexuellement transmissible. Peut-être que c'est ça qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de vivre une compression du temps où le passé, le présent et le futur se superposent. On voudrait tout de suite. C'est-à-dire que je voudrais savoir demain si je n'ai pas encore conçu l'enfant, mais je voudrais déjà qu'il soit parfait, qu'il entre à l'ENA, etc. etc. C'est un modèle, mais admettons. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment tout accélérer, tout compresser pour vivre dans une espèce d'immédiateté. Je veux savoir avant. Donc, quand vous regardez un certain nombre de revues scientifiques, et moi je suis abonné à 2 revues scientifiques que sont Marie-Claire et Femme Actuelle. Mais c'est vrai, c'est pas une blague. Vous avez le reflet exact de ce que la société exige pour elle et pour nous et de nous. C'est-à-dire, je suis en droit d'exiger, je suis en droit de savoir. À tel endroit, on a fait tel examen et je peux donc, alors on ne sait pas à quoi ça sert, mais il faut le faire, il faut cartographier, il faut prédire, même si on n'a rien à proposer. D'ailleurs, heureusement que c'est un peu encadré, puisque dire avant ce qui éventuellement pourrait se passer sans qu'on ait réellement certitude, en plus, et puis qu'on n'ait rien à proposer,
C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste comme solution si ce n'est le suicide, éventuellement, hein, parce qu'on annonce quelque chose qui peut être le tragique. Donc, je pense que tout ça, ça pose la question du sens de cette accélération, du sens de l'histoire et de cette médicalisation même. J'aime bien faire des parallèles et des symboles. La double hélice d'ADN que vous avez en mémoire, cette fermeture éclair, compose différentes bases. Bon, elles sont, ces bases, reliées les unes aux autres. Puis parfois, on essaye de trouver le petit morceau qui ne va pas bien ou qui a changé d'aspect. Ça me fait penser à une langue qui s'appelle l'hébreu. Et j'adore l'hébreu, langue complexe. Mais pourquoi? Parce que dans l'hébreu, on ne met que les consonnes. Et puis entre les consonnes, il y a des petits points. Il y a 3 petits points entre les consonnes. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'hébreu pour que ça prenne sens? Eh bien, il faut prendre du temps, il faut essayer de mettre les voyelles qui vont avec, etc. Et c'est au final, quand j'ai écrit la phrase, à peu près, que je vois si ça fait sens ou pas. C'est-à-dire qu'on recherche et nécessairement la lenteur, éloge de la lenteur, et en plus cette vision globale qui permet de comprendre ce qui peut éventuellement faire sens. Alors que nous sommes dans l'idée même que tout immédiatement ferait sens, comme si nous étions nés de rien du tout, comme si le passé qui nous constitue n'avait aucun intérêt, et comme si nous n'avions pas le besoin d'avoir une vision d'avenir. Alors si c'est ça, cette dimension de la médecine prédictive, à mon avis, je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qu'on veut construire. C'est un choix de société, après c'est un choix politique. Je ne me souviens plus de la question posée d'ailleurs, mais c'est pas grave. Oui, non. Mais je pense que c'est une vraie question politique. Ça nous renvoie à une dimension, je fais juste une incursion rapide dans l'histoire en 2 mots, qui est celle du 3e mot de la devise de la République française, qui est le mot fraternité. C'est Robespierre qui l'a amené. Quand il monte au pouvoir, il manque ce mot-là, il dit oui, mais préambule de la Déclaration des droits de l'homme, il faut un 3e moment qui s'appelle cette dimension du mot fraternité, qui a été reprise après dans le programme de la Résistance, vous savez, dans les Jours heureux, qui a été déclinée sous forme de solidarité, l'idée de solidarité. Bon. Et qui donne naissance, comme vous le savez, à cette idée de sécurité sociale fondée sur un principe de solidarité. Moi, je pense qu'on ne se sortira pas de cette impasse que constitue une forme d'accélération de l'histoire que nous vivons, si on n'en revient pas à cette idée du sens et de la solidarité. Quel sens ça a pour moi, mais pour nous, et quelle société demain voulons-nous ensemble construire? Et pour en revenir à cette idée de marché, il est évident que si on joue, le psychanalyste pourrait le dire mieux que moi, sur des peurs, sur des fantasmes, sur l'idée que demain on pourra, quoi je ne sais pas, mais on pourra, et que donc il suffit il n'y a qu'un, ben oui, il suffit de payer. Donc on entre dans un système marchand extrêmement pervers, consistant à laisser entendre aux gens qui peuvent se le payer que demain on pourra connaître, en leur mentant souvent, en leur disant pas qu'on ne connaît pas, que c'est des probabilités, etc. Enfin, moi j'ai vu des annonces, par exemple, sur la trisomie 18, d'annonces disant que vous avez 50% de chance d'avoir un handicap plus ou moins grave à l'âge adulte. Et plus ou moins grave, qu'est-ce que ça veut dire? Et que veut dire aussi cette idée de 50% de, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est-à-dire qu'on est entré dans une société où l'accélération se faisant, on perd le sens, on perd la direction, on roule, il faut aller vite, avec, comme sur les autoroutes, une interdiction de s'arrêter. Et simplement de prendre une aire pour juste un peu aller respirer et simplement regarder autour. Il faut une société parfaite, indemne d'eux, où tout ce qui est différent serait à la limite supprimé. Et je pense à mon maître Georges Canguilhem dans Le normal et le pathologique, et sa grande thèse de 1943, lorsqu'il disait « Viendra un temps », Canguilhem le disait dans Le Maquis en 1943, pendant qu'il faisait le coup de feu dans la Résistance, « Viendra un temps où simplement ce qui sera différent, c'est-à-dire au sens étymologique, le préfixe « anormal », sera considéré comme du pathologique. Et je pense qu'on est entré dans cette société-là de l'anormal devenu pathologique. Or, qu'est-ce qu'on fait du pathologique? Soit il rentre dans la norme, on rejoint aussi ce que disait Michel Foucault dans le biopolitique, c'est-à-dire contraint et forcé, toute la dimension du pouvoir politique, on le force à rentrer dans la norme, soit on le traite, soit on le corrige, soit on le fait aussi disparaître.
Et je pense que cette dimension du tout génétique, c'est pas simplement une question de marchandage, de marché. Bien sûr que c'est énorme, les intérêts financiers, boursiers, etc. sont considérables, mais c'est aussi une réflexion qu'on doit avoir sur le statut qu'a aujourd'hui l'emprise, le totalitarisme de la norme. Est-ce qu'on veut une société de la norme? Eh bien, d'accord, à ce moment-là, on n'a pas fini d'en baver. Si je prends l'exemple de la certification en médecine, de la T2A, etc., est-ce qu'on peut vivre dans le hors norme? Difficile. Est-ce qu'on peut vivre sans être certifié? Difficile. Et si vous résistez, vous faites de l'esprit de résistance, ben c'est simple, vous ne serez plus financé. Donc, oui, non, mais bien sûr, mais c'est polémique, mais je pense que ce sont de vraies questions. C'est-à-dire que cette production de normes et qui associe automatiquement le hors-norme à du pathologique, elle crée chez nous une société quasiment totalitaire. Et je pense que cette idée du tout génétique me paraît très large, mais elle rejoint la grande idée de Foucault sur la naissance du biopolitique, c'est-à-dire que demain, celui qui contrôle les chiffres, les mesures, les normes, qui contrôle les individus, et il contrôle nos vies. Ces questionnements éthiques et humanistes, vous les portez à Bruxelles, puisque vous êtes accrédité au Parlement européen. Comment ça se passe là-bas? Alors, comment ça se passe? Je pense que c'est complexe, évidemment, parce qu'il y a des intérêts très divergents. 27 pays plus, en gros, une quarantaine de pays, tout le monde a des intérêts divergents, religieux, culturels, économiques, historiques, des contextes, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un petit noyau, c'est peut-être un peu surprenant parce qu'on présente le personnage avec souvent plutôt négativement, mais autour du président Barroso, il y a l'idée qu'un certain nombre de valeurs, alors le mot valeur est aussi à prendre aussi avec des pincettes, mais qu'on doit, dans le monde de la santé en particulier, faire en sorte que des valeurs non marchandes puissent encore s'appliquer dans un monde apparemment où c'est le libre-échange débridé qui serait la règle. C'est-à-dire qu'on développe par exemple l'idée d'une philosophie du don. C'est-à-dire que l'idée du geste altruiste, renvoyant cette idée de fraternité ou de solidarité, doit encore essayer de faire sens dans un monde où le libéralisme aurait triomphé. Voilà, il y a des poches de résistance comme ça. Moi, je préfère dire que ce sont des précurseurs plutôt que les dinosaures, mais les temps sont quand même difficiles. C'est juste pour lancer la discussion en 3 minutes de mini-synthèse de ce qu'on peut avoir, c'est absolument fantastique. On est en plein dans notre époque. En 2004, le groupe européen d'éthique accrédité auprès de la Commission européenne a posé la question de savoir si l'utilisation de ces tests génétiques devait être en libre disponibilité par tous les citoyens européens directement sur Internet, ou est-ce qu'il fallait avoir un filtre médical. La discussion reste encore tranchée, c'était 2004. Au XIIe siècle, je crois, Maïmonide à Cordoue, dans sa prière aux médecins, disait « Éloigne de moi, ô Dieu, l'idée que je peux tout ». Je trouve que là, on est bien dans cette... à 800 ans d'intervalle, on est exactement encore dans ce même sujet. J'étais très frappé de voir l'évolution dans le temps de nos différents intervenants, parce que Roland Gori et Patrick Audrey nous montrent finalement... la tension qu'il y a à avoir pour tout thérapeute de considérer une personne simplement comme un autre cas, comme un bâton, ce qui est la base de toute médecine scientifique, pour garder une espèce d'objectivité, et en même temps considérer cette personne dans sa singularité absolue, qui est la base de toute médecine humaine, et ce grand écart, vous devez absolument le faire. Et Bérénice Doré, avec des exemples plus précis finalement, vous a montré la distinction entre... il y a quand même un intérêt à avoir un diagnostic précoce de certaines pathologies pour permettre de mettre en place un traitement tout à fait efficace et qui va prévenir l'apparition de grands déficits neurologiques et de grands soucis. Et peut-être qu'on est un peu shooté à ces éléments-là parce que c'est tellement efficace qu'on veut étendre toute cette logique-là et on perd peut-être de vue la différence qu'il y a entre ce qui était dit, entre prévision et prédiction, entre prévoir
et prévenir, entre prudence et précaution. Et on voit bien qu'on est peut-être dans tout, et dans tout, on a fait tellement d'avancées scientifiques, médicales, grâce à la prévention, que maintenant je dis peut-être que ça a assez bien marché avec la prévention objective, et bien quid de la précaution subjective. Et on voit bien qu'on commence à passer de précaution à la prudence finalement, et c'est ce que Marie Dupont nous a dit. Quel sens vais-je pouvoir donner? Finalement, c'est savoir ce que je veux. Et vous avez cité Woody Allen qui disait la réponse est oui, mais rappelez-moi donc la question pour venir sur le apéro de début. Donc finalement, on voit bien que, et merci aux organisateurs de permettre de suspendre un peu la pensée, de prendre le temps de cette réflexion. Et si j'avais à choisir entre l'inquiétude potentielle du savoir ou l'insouciance de l'ignorance, qu'est-ce que je vais prendre? Je reste dans l'incertitude. Cette incertitude, elle va me propulser dans la responsabilité, et ça c'est ancestral, c'est depuis que Adam et Ève ont croqué le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis dans une responsabilité, mais j'ai aussi besoin d'un accompagnement. Alors, shooté que nous sommes au futur, on revient dans les éléments de l'oracle d'un petit, et c'est une petite dangereuse. Est-ce que nous voulons vraiment savoir tout? Éloigne de moi, ô Dieu, l'idée que je peux tout. Et en tout cas, merci à tous les présentateurs et orateurs d'avoir fait cette distinction, de s'affranchir de la dictature technique du comment, pour vraiment rentrer dans la question du pourquoi. Alors pourquoi tout ça? Alors c'est à vous, on a eu l'heure pour les questions entre la salle et les ateliers. Alors je vais m'arroger le privilège et le plaisir de poser la première. Quand on écoute tout le système génétique, il y a d'un côté des aficionados qui me disent, parce que probablement ils ont des intérêts financiers, on veut tout, on voit tout, on verra tout. Et déjà ça commence dans le système des assurances où on nous dit tu veux une assurance vie, ça va être 50 000, et si tu fais tel test, ça sera 30 000, et si tu fais le super test, ça sera que 20 000. Il y a un moratoire sur cette question. Moratoire, ça veut dire qu'on attend. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, il y a juste un moratoire. Et pourtant, quand on écoute, quand on vous écoute, on a l'impression qu'on est dans le sketch de Coluche. Vous savez, ce sketch où il dit, il a entendu à la radio, on s'autorise à penser dans les milieux bien informés qu'un accord secret aurait été signé. Il étudie cette phrase de plus en plus et il dit, on devrait être autorisé à se la fermer quand on en sait aussi peu. Et est-ce que cet aphorisme de Coluche, on devrait être autorisé à se la fermer, est-ce qu'il ne s'applique pas à la génétique aussi et à tous les imprécateurs qui nous disent on rentre dans une ère génétique? Est-ce qu'on peut penser qu'on y rentrera un jour? Patrick Caudrin. Carrément. Merci de cette question. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Parce que justement, moi, je voudrais, effectivement, moi, je fais partie des gens, des enthousiastes de la recherche qui sont extrêmement prudents dans la manière dont on peut effectivement communiquer. Moi, je préfère communiquer l'enthousiasme pour la science plutôt que des résultats dont je sais pertinemment qu'ils n'ont qu'une durée de vie limitée et que ce que je vous dirais aujourd'hui sur telle ou telle chose concernant la génétique, le génome, a des chances de ne plus être vrai dans 15 jours, 2 mois, 10 ans, je n'en sais rien. Moi, j'ai l'avantage aussi d'avoir une carrière scientifique un petit peu longue. J'ai commencé avec un moratoire. Vous évoquiez les moratoires. 1973, le moratoire d'Asilomar sur le génie génétique, ce qu'on appelait les manipulations génétiques à l'époque. Et donc, j'ai commencé à cette époque-là, donc j'ai vu aussi toutes les évolutions et j'ai vu toutes les bêtises qu'on pu être dites par des savants, des grands savants, et qui se sont révélés effectivement n'avoir aucun sens. Et effectivement, je suis très sensible à ce qu'a dit M. Bambou sur la question du sens, parce que effectivement, c'est une question qu'on n'autorise plus les scientifiques aujourd'hui à se poser, pour ceux qui sont dans une course.
Voilà, on est dans une course, effectivement. On n'autorise plus les gens à se poser la question du sens de ce qu'ils font, de la motivation pour laquelle ils le font. Et finalement, quand ils obtiennent un résultat, on ne les laisse pas le mettre en perspective. Mais la question, Patrick, elle est double. Elle est pour le scientifique, elle est aussi pour le patient, pour le citoyen. Quand vous insistez sur la nécessaire humilité du médecin ou du savant qui va s'approcher de son patient, comment est-ce qu'il va traduire la prédisposition A, avec toute la difficulté qu'on a à comprendre le risque, la prédisposition A, transformer ça en exercice de son libre arbitre? Est-ce que le libre arbitre, la responsabilité existe? Patrick ou Béatrice Doré? Bérénice. Encore. Comment est-ce que vous vous plaignez de dire moi, scientifique, savant, on ne me laisse pas la possibilité de. Oui. Eh bien, le problème, il est puissance 10 lorsque vous allez accompagner votre patient qui va devoir choisir. Est-ce qu'il doit choisir le droit de ne pas choisir, le droit de ne pas savoir, le devoir de prendre une décision? Comment est-ce que vous l'accompagnez pour qu'il exerce son libre arbitre? Et est-ce qu'il y a encore libre arbitre? J'ose espérer qu'il y en a encore. Le droit de ne pas savoir, d'ailleurs, a été rappelé avec force dans des avis du Comité consultatif national d'éthique. Il y a un droit de ne pas savoir. Le problème, c'est aussi tout le conditionnement qu'il y a autour. C'est-à-dire que si réellement, enfin, moi je laisserai bien en parler, mais s'il s'agit effectivement d'un dialogue entre un médecin, généticien en l'occurrence, et son patient, ce qui veut dire qu'il vient déjà pour quelque chose, on n'est pas totalement dans le prédictif éthéré qu'on nous propose aujourd'hui. Là, il y a une relation entre deux personnes, mais ces deux personnes, elles sont conditionnées effectivement par tout un environnement et plein de pressions qui viennent de partout. Moi, ce que je reproche, ce que je regrette, c'est effectivement qu'il n'y ait aucun contre-pouvoir à l'ensemble des pressions qui s'exercent sur chacun de nous. Sur chacun de nous. Personne n'est indemne de ces pressions pour accéder à un certain nombre de choses. C'est pour ça que je prends toujours un langage un peu excessif, tu m'excuses, mais je prends toujours un langage un peu excessif pour essayer de faire réagir les gens. Oui, vous avez un libre arbitre, oui, vous avez la possibilité de refuser d'aller trouver la société 23andMe, de payer 1 000 € si vous en avez les moyens. Beaucoup d'entre nous dans la salle n'aura pas les moyens de payer, parce qu'on dit que c'est à la portée de tout le monde, mais bon, enfin encore, même le génome à 100 €, il y a des gens qui ne pourraient pas mettre 100 € pour déterminer à ce moment à ce moment-là de Bertrand-Marie Dupont, comment savoir ce que je veux? Vous avez dit ça. Comment savoir ce que je veux? Je suis lâche. Bon, alors je récupère cette maison. Non, mais je pense qu'un bon exemple, c'est reprendre l'histoire de la maladie de Huntington. Je veux dire, c'est vrai qu'actuellement, moi j'ai repris en fait les consultations. Les gens arrivent à la consultation en disant « je veux le test, je viens pour faire le test » et ils pensent d'ailleurs qu'à l'issue de la consultation, ce test, enfin la prise de sang va être faite. Bon. Ça c'est à peu près, on va dire, 70% des patients qui arrivent avec ce désir, je ne sais pas si on peut parler de désir, mais bon, qui leur a été, alors là, et c'est là où quel est leur choix, qui leur a été souvent suggéré par leur médecin, il faut que vous fassiez le test, par des fois gynécologue, il faut faire le test, parce qu'après, si vous voulez avoir des enfants, il faut que vous sachiez. Voilà, bon. Donc, et puis éventuellement avec leur entourage. C'est le frère et sœur qui lui a fait le test, qui dit toi aussi tu dois le faire. Bon. Je veux dire, après la discussion elle s'engage. Je veux dire, la discussion elle s'engage, une consultation de génétique, moi je sais que je la mets à 11h30 parce que j'en ai jusqu'à 13h, 13h30, on va discuter. Je veux dire, justement, des conditions du diagnostic de la famille, de qui est-ce qui a suggéré justement de venir à la consultation. Il y a madame, il y a monsieur, ils discutent. Bon, ils vont avoir une consultation avec nous, ils vont avoir une consultation avec d'autres médecins. Ils vont changer d'avis, souvent, je veux dire, à tout bout de champ, pour arriver à quelque chose peut-être de consensuel et revenir nous voir. Donc c'est à chaque fois quand même une démarche longue. Là on parlait du temps de l'autoroute. Je veux dire, c'est un petit chemin vicinal de campagne. Je veux dire, d'arriver jusqu'à ce test.
Donc il y a encore cette possibilité. Je veux dire, après, quand c'est Internet et que votre gynéco vient de vous dire il faut faire le test, il est là, vous avez reçu votre kit, ben voilà, vous cliquez et c'est fait, il n'y a plus cette discussion. Donc je pense que c'est vraiment, là, l'importance du médecin, de créer, de générer cette discussion qui va peut-être permettre un petit peu de nous opposer à tout ça. C'est vrai que pour l'instant, les tests en prénatal, bon, que ce soit par la technique de sang maternel ou que ce soit par un diagnostic anténatal classique, par prélèvement du fœtus, je veux dire, ces tests, je veux dire, on les réalise dans quelles circonstances? On les réalise très souvent parce qu'il y a déjà eu, on va dire, la maladie au sein de la famille. Maladie, c'est bon, souvent pour ce type d'affection, je veux dire, maladie, souffrance, parfois souffrance extrême. Donc on va être amené, ça, pour une autre grossesse, à proposer un diagnostic prénatal pour, on va dire, éviter de nouveau cette souffrance et ce que, je veux dire, on comprend tous. C'est-à-dire, ce que nous propose, on va dire, c'est, ces nouvelles technologies, et puis deux, cette nouvelle façon peut-être de raisonner des couples aussi, c'est une sorte de diagnostic pendant la grossesse alors qu'il n'y a pas eu ces antécédents. On s'interroge, ça nous choque, me dit, bon, est-ce qu'il n'y a quand même pas, je veux dire, quelque part là-dedans, quelque chose, je veux dire, à comprendre? Est-ce que c'est parce qu'il y a déjà eu une souffrance antérieure qu'on est en droit d'avoir une analyse génétique Bon, si, eh bien, moi, il n'y a rien dans ma famille et que je crains, alors, on peut rediscuter sur cette crainte, mais que mon enfant ait cette maladie et que le test est disponible, dire, bon, n'ai-je pas le droit de le demander? Pour l'instant, voilà, on est toujours dans une société où on offre un diagnostic prénatal, soit parce qu'on voit des anomalies à l'échographie, donc on rentre dans la pathologie, ou parce qu'il y a eu ces antécédents, voilà, de souffrance. C'est-à-dire, bon, faut-il l'attendre, cette souffrance? D'un côté, je peux comprendre la demande de ces couples. Et vous êtes dans un cheminement et dans une perspective complètement différente de cliquer là. Êtes-vous normal? Je ne sais pas du tout si je suis normal. Je sais que je suis anormal. On va y revenir. Parce que anormal, ça veut dire quoi? Anormal, ça veut dire irrégulier. On dit d'un terrain qu'il est anormal, ça veut dire qu'il n'est pas plat et qu'il est irrégulier, il y a des creux, des bosses, etc. Or, on reprend ce que vous disiez tout à l'heure de Canguilhem. Canguilhem nous montre bien que le problème des sociétés de la norme, c'est de rendre pathologique ce qui est anormal. Donc, à l'extrême, ce qui fait notre singularité, c'est-à-dire notre irrégularité par rapport aux autres, dont nous sommes à la fois semblables, mais différents, c'est cela qui est écrasé. Et je vais répondre quand même à la question que vous avez posée sur les deux versants, si vous permettez. Donc le premier versant, je crois que c'est le colloque singulier médecin-malade qui fait qu'aujourd'hui, les questions éthiques que l'on se pose sont celles qui surgissent de par le déficit de la clinique au profit des protocoles standardisés de la médecine. Alors, les protocoles standardisés de la médecine, c'est formidable, hein, je veux dire, l'EPM, c'est formidable, c'est pas le problème. Mais à condition qu'il y ait aussi une dimension, une part de dialogue, une part clinique. Donc, c'est pas donner des informations et puis vous vous débrouillez avec, parce que là, on est, du coup, on est prestataire de services, n'est-ce pas, avec un patient consommateur. Parce que tous les textes actuels, bien évidemment, de réforme de gouvernance hospitalier, de conception des soignants et autres, tendent à transformer, puisqu'on ne donne plus un soin, mais on fait une prestation de service, on n'a plus un patient, mais on a un client. Ça, c'est terrible, ça, c'est la logique managériale, la conception managériale du soin. Donc je crois qu'il faut revenir à cette prise en charge singulière dans le colloque médecin-malade. Donc, ça, c'est pour répondre au premier versant, c'est-à-dire au premier versant, au moment où la médecine tend à ne plus être, pour aller vite, n'est-ce pas, la prise en charge d'un patient dans un colloque singulier médecin-malade à des femmes guérison, et tend à se transformer, n'est-ce pas, en prise en charge d'une population pour évaluer les facteurs de risque et éviter l'émergence de la maladie, il faut peut-être qu'on revienne un petit peu à une réflexion beaucoup plus clinique. Le deuxième point,
Parce que je crois qu'effectivement, nous sommes, et on pourra en parler dans 3 heures, nous sommes effectivement dans un mode de gouvernance où, pourrait-on dire, le délitement du lien social, la perte de substance démocratique de nos sociétés, très rationnelles, très techniques, fait qu'on va plutôt exploiter les anomalies, on va plutôt les pathologiser, on va plutôt les considérer comme des risques majeurs, et finalement, n'est-ce pas, ça va devenir un mode de gouvernement par la peur, un management par la peur qui en plus s'accroît de par, bien évidemment, la situation de précarité matérielle des gens, mais pas seulement matérielle, aussi culturelle, aussi morale, aussi intellectuelle. Alors, je ne vais pas tant développer, mais c'est un point qui est extrêmement important. Donc je crois qu'il n'y a que par la restauration d'un débat démocratique, des choses qu'on fait ici, grâce à toi, ce qu'on fait ici, n'est-ce pas, il y a uniquement par cet échange-là qu'on peut reconstruire un espace citoyen, un espace de débat où la parole a sa place, et je maintiens ici, malgré l'animaterie, ne se réduit pas à l'information. Et si on a le temps, mais je sais que je ne vais pas, je pourrais reprendre sur un plan étymologique le terme d'information, qui d'abord signifiait mise en intrigue récit, et qui ensuite s'est purement et simplement limité, en deuxième moitié du XXe siècle, à n'être qu'une donnée chiffrée. Et ça c'est pas pareil. Donc à l'heure actuelle, il faut qu'on reste la capacité de se transmettre des expériences, de se raconter des histoires. C'est un point important, se raconter des histoires. Et la pathologie des enfants et des adolescents pourrait beaucoup nous éclairer là-dessus. Je vais rebondir sur ton histoire de BRCA. Je ne pense pas que ça soit la même femme. Bon, moi j'ai peu d'expérience parce qu'ils sont vus par d'autres généticiens que nous sur Strasbourg, mais j'ai l'histoire familiale qui est venue me voir pour complètement autre chose, mais qui en effet a subi une mastectomie préventive, prophylactique, peut-être, parce qu'elle avait donc une mutation de BRCA1, et elle me racontait l'histoire de sa sœur qui a fait également le test. Chez qui la mutation n'a pas été retrouvée et qui était en chimiothérapie pour métastase de son cancer du sein, un cancer du sein, comme tout le monde, on va dire non influencé par le gène BRCA. C'est-à-dire comme quoi l'enfer, ça peut même aller encore au-delà. Oui, je pourrais tout à fait aller dans le même sens. J'avais été interviewé une fois par un journaliste qui avait fait un papier sur le fait de pouvoir mettre la séquence de notre ADN sur notre smartphone, pour ceux qui en ont. Et en fait, j'avais été effaré par ce que proposaient les gens, parce qu'ils disaient justement, on propose ce test de cancer du sein. Si vous avez une mutation dans le gène BRCA, le gène dont les mutations peuvent prédisposer cancer du sein et l'ovaire, vous aurez sur votre smartphone un petit drapeau rouge qui se mettra donc, pour vous mettre en alerte, vous risquez quelque chose. Mais si vous n'avez pas la mutation, il y aura un petit drapeau vert. Or, 95% des cancers du sein ne sont pas dus à des mutations dans BRCA1 ou BRCA2. Par conséquent, non seulement on risque d'inquiéter à tort des personnes, mais on risque de rassurer à tort, ce qui me paraît beaucoup plus grave. Donc je crois que l'enfer est encore beaucoup plus proche et beaucoup plus prégnant que vous pouviez le dire. Ah ben c'est optimiste. Alors un petit mot de conclusion, puisqu'on a fait un petit mot de conclusion, juste une anecdote personnelle. Je ne le fais jamais, mais ça me vient d'un seul coup à l'esprit. En 1900, mon arrière-grand-mère, qui était mariée, a vu arriver un jour dans son village j'ai la main sur l'antenne. Il faut rendre l'antenne. Libérer l'antenne. Il faut libérer l'antenne. En 1900, mon arrière-grand-mère a vu arriver un tout jeune officier stagiaire, cosaque, et puis il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'elle est tombée sous le charme. Et c'est comme ça que ma grand-mère est née. Et puis, il y a quelques années, j'ai rencontré son arrière-petit-fils légitime à Bruxelles. Et donc, l'arrière-petit-fils bâtard, en quelque sorte, et l'arrière-petit-fils légitime ont échangé. Et il m'a dit, c'est extraordinaire cette histoire, on avait échangé avant, etc. On pourrait faire toute une analyse génétique et on en ferait une publication. Et j'ai dit, non, c'est pas la peine. Parce que moi, j'ai l'essentiel. J'ai ces lettres d'amour. Et nous transmettons, depuis qu'elle est décédée, ces lettres d'amour qui sont pour nous
le plus émouvant, le plus poétique des certifications génétiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que ça a constitué un récit de vie. Ce récit de vie, on le transmet de génération en génération. Ça donne du temps à cette histoire qu'on a mûri, réfléchi, et ça a donné aussi du sens. C'est-à-dire que je pense qu'il faut en revenir à une poésie de la vie, que peut-être la raideur du chiffre, de la mesure et de la pression a supprimé. C'est-à-dire que oui à la poésie, tout autant qu'évidemment la recherche. Oui à la poésie. Oui, et finalement, vous venez de dire ce que j'aurais aimé dire, alors j'ai un peu plaidé. Comme nous partageons ensemble un certain nombre de références comme Foucault et Canguilhem, je voudrais donner cette phrase de Canguilhem que je trouve assez extraordinaire. Il dit que la raison a une régularité de comptable et la vie a l'anarchie de l'artiste. Si vous voulez, je crois qu'il faut justement pouvoir maintenir un peu cet écart. Ça ne veut pas dire qu'on puisse se passer de la régularité du comptable. Ça dépend si on va faire sa déclaration d'impôt ou ça dépend si on va rencontrer une jeune femme. C'est pas pareil. Donc je crois que c'est ça. Il faut absolument qu'il y ait cette biodiversité de nos capacités de vivre et de penser ensemble. Et le dernier point sur lequel, parce que le mot n'a pas été prononcé, je crois, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes moins méfiants eu égard à un eugénisme d'État, c'est-à-dire au moment où les États monopolisaient, n'est-ce pas, justement la génétique et surtout son idéologie, plus que sa réalité, ça vous avez bien compris, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le danger se place plutôt du côté d'un eugénisme privé et libéral? Et c'est là où je crois que la question essentielle, c'est pas la génétique, c'est pas les merveilleux résultats qu'elle peut nous donner, qu'on puisse ou pas en tirer le sens de la lecture, c'est un problème. Le danger, c'est que l'individu se conçoit comme une espèce de micro-entreprise autogérée, libérale, ouverte à la concurrence et à la compétition, si vous voulez, et que du coup, il va chercher des indicateurs pour, soi-disant, mieux piloter sa vie au nom de la performance, de la compétition, de la concurrence. Et ça, c'est un problème politique. Donc pour moi, le problème essentiel, il est là. C'est comment aujourd'hui restaurer un espace démocratique qui s'est dégénéré, d'une part en démocratie d'expertise et d'autre part en démocratie d'opinion, c'est-à-dire de spectacle par la surinformation. Au revoir à tous. Merci.